Je recommence. On va faire rentrer tout le monde tranquillement. Je me présente, je suis Anouk Rivière-Jérôme. Je suis la fondatrice de Réseau Pointec. Nous avons deux activités. Nous sommes un cabinet de recrutement et nous sommes également une agence de freelancing. Moi-même, personnellement, j'accompagne depuis 5 ans des personnes à s'installer freelance et nous leur proposons des missions. Et nous les aidons aussi à se préparer aux entretiens, etc. Et c'est par rapport à cette expérience que là, on a lancé une session de 3 webinaires. Un aujourd'hui, un demain, un après-demain. Et suite à ces 3 webinaires, en plus, vous aurez sur la page Réseau.tech, on va lancer au mois d'octobre le 20 jours pour s'installer freelance, où on ira plus loin sur les 3 sujets que l'on va aborder. Aujourd'hui, on va regarder les 5 premières questions importantes à se poser avant de se lancer freelance. Demain, ce seront les 7 erreurs. Donc ça, c'est ma collaboratrice Johanna qui va vous présenter tout ça, qui est également agent de freelance et qui, là, ces derniers mois, a installé près d'une quinzaine de personnes freelance. Et elle va vous faire un retour sur les erreurs qu'on a vues, sur les interviews, sur les échanges qu'on a eus avec eux. Et vendredi, vous aurez un webinaire sur les secrets des freelances qui réussissent, surtout orienté autour de la posture d'un freelance professionnel. Qu'est-ce qui distingue un freelance qui s'installe d'un freelance professionnel qui a des habitudes et qui va surtout avoir du succès dans son activité. Voilà. Allez, on va attaquer. On a quelques slides à vous présenter. On va attaquer avec les premières questions. La première question, c'est de mémoire, merci. Voilà, donc ça c'est moi, voilà, je suis là. Réseau.tech, pardon, je ne l'ai pas dit, on est spécialisé système embarqué, cybersécurité. On ne fait pas tous les métiers, mais on les fait bien. On fait aussi un peu Scrum Master, des choses comme ça. Ce que l'on ne fait pas, c'est tout ce qui est développement informatique dans l'IT, ce n'est pas notre cœur de métier. Slide suivant, du coup, la première question. Quel marché, la première question à se poser, c'est quel est le marché pour votre métier? Comme quand on crée une société, la première question à se poser, c'est quel est le marché qui va recevoir cette activité? Est-ce qu'il y a une place dans ce marché pour vous? Est-ce que ce marché existe tout simplement? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu des personnes qui s'installaient freelance avec une très bonne idée, une très bonne expertise, une très bonne attitude, etc., et qui n'y arrivaient pas. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'activité qui était la leur, c'était une activité qui était considérée comme cœur de métier dans des entreprises, et que les entreprises avaient énormément de mal à déléguer à des freelances. Et à chaque fois, passer des entretiens, et on lui disait, oui, parce que vous ne voulez pas être embauché en CDI chez nous. Voilà. Donc déjà, vous dites-vous, s'il y a vraiment un marché de type freelance dans votre activité, il y a aussi, par exemple, sur le pen testing. Le pen testing, c'est une activité souvent aussi que les entreprises veulent garder cœur de métier et ont du mal à déléguer à des freelances. Pas toujours, ce n'est pas une généralité, mais beaucoup de sociétés nous ont fait ce retour-là. De plus, dites-vous quel marché il y a en fonction aussi du volume d'activité que vous pouvez avoir et de la pérennité de votre travail. Je prends un exemple, si vous êtes plutôt auditeur en qualité, bah, votre activité sera très morcelée comme un formateur. Un formateur va aller faire 2-3 jours de mission, va avoir beaucoup de mobilité d'ailleurs, mais va demander un TJM d'ailleurs très élevé parce qu'en fait, il va avoir d'énormément de préparation en amont, de même que quand on est auditeur, et énormément de préparation en aval pour aller restituer et accompagner les gens formés et traiter les différentes évaluations reçues. Du coup, on a une activité à trous, donc votre TJM doit en prendre compte, mais surtout si vous avez une activité qui n'est que à trous comme ça, vous avez un risque très fort d'intermission. Donc, avant de vous lancer dans votre marché, dans la notion de marché également, il y a quelle est votre connaissance du marché, quel est votre taux journalier, quels sont les taux journaliers qui se pratiquent. Il n'y a qu'une seule méthode, hein, c'est d'aller voir, d'aller parler. Faites attention quand même à ce que les freelances vous disent, hein. Je vois très vite des freelances qui annoncent des TJM très élevés parce que, bon, hein, c'est des galons et ils veulent montrer qu'ils gagnent bien, mais ce n'est pas forcément représentatif en réalité de ce qu'ils gagnent réellement de la réalité du marché. Donc, allez vous confronter également aux sociétés de services, allez vous confronter aux acteurs comme nous qui vont proposer des missions freelance, allez voir également sur les plateformes. Encore une fois, ce n'est pas parce que les gens annoncent sur la plateforme un TJM à 600 euros que c'est réellement le TJM du marché pour ce métier-là. Enfin, quand vous allez vous lancer, peut-être que vous allez démarrer avec un TGM un peu moins élevé pour vraiment vous assurer votre lancement et décrocher la première mission. Et après, vous pourrez augmenter sur la mission suivante. La question du marché aussi, c'est de connaître, est-ce que vous le connaissez ce marché? Est-ce que vous connaissez les acteurs? Est-ce que vous avez un réseau également professionnel qui va vous permettre de vous ouvrir des portes ou d'être peut-être reconnu en tant qu'expert dans votre métier? Enfin, sur la partie marché, il y a aussi le secteur d'activité. Je prends un exemple. Vous avez toujours travaillé dans une activité dans l'aéronautique
Et le marché freelance pour vous, il sera limité à l'aéronautique ou pas. Regardez bien si votre métier est facilement exportable sur d'autres secteurs. S'il l'est, ça va vous mettre plusieurs cordes à votre arc. Sinon, peut-être que vous, à un moment donné, vous allez vous dire, OK, moi, j'ai une expérience assez forte dans ce domaine aéronautique, mais je vais accepter de faire une mission, peut-être pour un peu moins cher, peut-être un peu moins longue, pour aller découvrir le monde de l'automobile et ainsi éviter des intermissions et avoir plus le choix de mission et avoir plus le choix de secteur. Voilà. Vous voyez que la réflexion, c'est à la fois avoir très en amont et ensuite, c'est ça qui va déterminer le fait que vous allez bien gagner votre vie, qu'il n'y aura pas beaucoup d'intermissions et que les choses s'enchaîneront de manière fluide. Question suivante. Ah, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez poser des questions sur le chat. Rémi, qui est à côté de moi, que vous ne voyez pas. Il lit vos questions. Il va m'interrompre s'il en voit intéressantes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez le droit aussi. Et vous avez le droit de faire vos remarques sur la conversation. La question suivante, c'est au vu de ma situation personnelle, et là je souligne le mot personnel, puis-je me lancer en tant que freelance? Je vais prendre un exemple. J'ai eu une candidate. En fait, c'est une de mes anciennes collègues, voilà, mon réseau professionnel qui me contacte et qui se posait la question de s'installer freelance. On a regardé sa situation personnelle. C'était une personne qui vivait seule avec des enfants qui étaient plutôt en bas âge. Donc, il allait avoir de fortes contraintes personnelles. Mais au vu de son marché, on allait lui demander des missions temps plein. Ensuite, elle n'allait pas avoir, en cas d'intermission, quelqu'un qui allait pouvoir l'aider financièrement, porter secours si jamais il y avait, par exemple, une situation comme le Covid, qui a été terrible quand même pour certains freelances, où les missions se sont arrêtées du jour au lendemain, qui allait pouvoir payer le crédit de la maison. Donc, est-ce que vous avez des crédits sur le dos? Est-ce que vous avez une famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider? Ou est-ce que vous avez tout simplement aussi des réserves financières? Je pense à des personnes qui s'installent freelance. Qui ont l'expérience, qui ont fini de payer leur maison, franchement, ils ne risquent pas grand-chose. Ils ont des besoins qui peuvent être assez faibles au début et ils ont toutes les raisons de s'installer. Ensuite, au vu de vos situations personnelles, là-dedans, je vais mettre aussi votre situation en termes de salariat. Est-ce que vous êtes en CDI? Si oui, comment pouvez-vous quitter ce CDI pour vous installer freelance? Évidemment, si vous faites une rupture conventionnelle ou s'il y a un licenciement économique, par exemple, dans votre société, ou si vous faites face à un refus de mobilité, que vous êtes licencié pour cette raison, vous êtes éligible à un accompagnement d'allocation, même un accompagnement en termes de formation en tant que créateur d'entreprise par Pôle emploi. Vous serez dans une situation du coup financière beaucoup plus facile. Je dis ça, moi ça a été mon cas, j'ai été licenciée d'une entreprise pour refus de mobilité, j'ai créé ma société et j'avais des crédits, etc. sur le dos, mais je savais combien j'allais toucher en termes d'allocation de Pôle emploi, moins que mon salaire d'avant, mais c'est un choix que j'ai fait et au fur et à mesure, ensuite, votre société va pouvoir vous payer. Dans votre situation donc personnelle, il y a la situation familiale, il y a aussi votre mobilité. Si vous devez faire des audits et vous devez très régulièrement aussi aller un petit peu aux quatre coins de la France, est-ce que d'un point de vue familial, vous allez pouvoir gérer ça? Ou même d'un point de vue organisationnel, je prends un exemple, vous avez un chien, il va falloir bien quelqu'un pour s'en occuper. Voilà. Prenez bien tout ça en compte parce que vous ne serez plus salarié. De même, en situation personnelle, on va prendre un exemple qui est un petit peu plus touchy, un peu plus délicat, et extrêmement personnel, qui est votre état de santé. Si vous savez que vous avez peut-être des problématiques de santé qui peuvent vous arriver, il va falloir réfléchir, en tout cas sur la façon de vous lancer freelance. Réfléchissez, par exemple, on va en parler ces prochaines semaines, on va parler du portage salarial. C'est-à-dire vous ne créez pas votre propre société, vous êtes porté par une société de portage, vous avez un bulletin de paye, vous cotisez à la prévoyance, vous cotisez évidemment à la retraite, vous cotisez également à Pôle emploi et vous cotisez à 100% comme de manière classique à votre assurance maladie. Si vous allez peut-être avoir des enfants prochainement et une grossesse, vous allez pouvoir avoir votre congé maternité de manière totalement classique. Pensez-y comme ça en portage salarial, ça vous permettra de vous lancer quand même freelance, mais de pouvoir assurer ces aléas de la vie, cette situation personnelle de manière sereine. Voilà pour la question. Question suivante. Ça marche. Quel statut juridique choisir pour commencer et ensuite? Alors, j'ai bien mis pour commencer et ensuite. Parce que le statut juridique déjà que vous allez choisir, encore une fois, c'est en fonction de votre situation personnelle. Les points clés pour choisir ça, c'est, on vient d'en parler, votre protection sociale, de quoi vous avez besoin en termes de retraite, en termes de congé maladie, en termes de décès, invalidité, etc. Si on se met en micro-entreprise ou si on crée sa propre société, c'est très différent que si on est en portage salarial. Si on crée sa propre société, c'est très différent selon si on est en SASU ou en EURL. Un comptable, bien évidemment, peut vous accompagner là-dessus et c'est leur métier. Mais ça, c'est important de le voir en amont.
On se dit en micro-entreprise, on va évidemment cotiser, il y aura des cotisations sociales, mais dites-vous bien que la protection est extrêmement limitée. Vous le savez ou pas, quand vous êtes salarié, en cas, par exemple, de décès ou d'invalidité, vous avez une rente, par exemple, qui est versée à vos enfants. Si vous êtes en micro-entreprise, il y a une prévoyance qui est extrêmement faible et il n'y a pas de rente spécifique donnée aux enfants. Voilà. Pensez-y selon l'âge où vous êtes, selon l'âge également de vos enfants, selon les besoins qu'ils ont pour étudier. Ensuite, le statut juridique pour commencer. Souvent, on se dit que quand on va créer sa société avec un cabinet comptable, ça va prendre quand même beaucoup de temps et qu'on ne va pas pouvoir se lancer rapidement. Alors déjà, je vais casser ça. Si nous avons un partenaire qui va faire une présentation le vendredi 14 octobre en webinaire qui s'appelle Number, qui est un cabinet comptable spécialisé dans les indépendants. Alors, il y en a d'autres, hein, mais on va vous présenter celui-ci que l'on connaît, où on a envoyé pas mal de monde et dont ils sont très satisfaits. En une semaine, ils peuvent vous accompagner. En une semaine, 7 jours, vous avez le CABIS. À partir du moment où vous avez déposé le capital social dans une banque, ils peuvent également vous accompagner pour trouver une banque, notamment les néobanques comme Conto, etc., qui peuvent vous faire un compte en tant que freelance. Donc, ça prend 7 jours. Donc, vous voyez, ça peut être extrêmement rapide. Pour la micro-entreprise, on est un petit peu dans les mêmes délais. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Je l'ai testé, j'ai installé ma fille, je l'ai accompagnée en janvier à s'installer, à faire sa micro. Ça nous a pris, je crois qu'au bout de 11 jours, on a eu non pas le CABIS, mais le SIREN, c'est comme ça que ça s'appelle pour la micro-entreprise, SIRENE, qui était le justificatif d'immatriculation. On a fait toutes les démarches à l'URSSAF, c'était très rapide. La micro-entreprise peut être vraiment une bonne façon de démarrer. Encore une fois, c'est rapide. Par contre, la limite, va être tout le monde le sait, hein, je pense, va être le chiffre d'affaires. C'est qu'au bout d'un certain cap que vous avez passé, si vous le passez 2 fois, automatiquement, vous passez sur une entreprise individuelle. Et là, on va être sincère en termes de taux de cotisation, etc. C'est assez peu intéressant par rapport à créer une entreprise classique. Mais ça, c'est encore une fois à vous de juger. Faites-vous accompagner, voyez un comptable, c'est gratuit, un premier rendez-vous, et ils vous expliqueront tout ça. Pour commencer, on va quand même lever un piège au niveau de la micro-entreprise. Alors, on ne dit plus auto-entrepreneur, hein, ça n'existe plus. Depuis février 2022, ça s'appelle une micro-entreprise. En fait, vous êtes entrepreneur individuel et vous êtes sous le régime social et fiscal de la micro. Vous pouvez faire votre enregistrement vous-même sur l'URSSAF. Après, attention, il y a plein de sites qui vont vous proposer de le faire et qui sont payants et qui, en fait, font simplement les démarches à votre place sur l'URSSAF. On se dit c'est facile, mais pour avoir vécu cette expérience-là et l'avoir fait, le site de l'URSSAF pose plein de questions. Donc, bossez bien votre truc. Il y a des personnes qui sont sur LinkedIn, qui sont très bien positionnées, notamment je pense à Florian Charpentier. Vous pouvez aller regarder. Il a fait la Micro by Flow. Il donne plein de conseils gratuits sur la création de la micro. Bon, il est très pro-micro, hein, ça c'est clair. Réfléchissez bien à votre situation, mais renseignez-vous bien parce que ce n'est pas si évident que ça. Il y a plein de questions qui sont posées. Il faut demander l'ACRE aussi pour payer moins les premières années, etc. Ensuite, aussi, pensez-y par rapport au statut juridique. Si vous êtes éligible à Pôle emploi, ne vous créez pas la société, ne vous installez pas auto-entrepreneur avant que votre inscription Pôle emploi soit valide et validée. Sinon, vous n'aurez pas droit aux allocations, c'est foutu. Voilà, je ne peux rien faire pour vous, c'est foutu, je vous l'ai dit. Voilà. Ensuite, les statuts peuvent évoluer ou alors vous pouvez très bien savoir ce que vous voulez. Le portage salarial, c'est extrêmement rapide. On travaille avec plusieurs sociétés de portage. Par exemple, on travaille avec 2i-Portage, qui est sur Toulouse et Paris. Et entre le moment où un freelance leur dit je veux être freelance et le moment où ils peuvent démarrer sa mission, le grand minimum, c'est 48 heures. En 48 heures, ils peuvent vous faire les papiers, les démarches, vous faire la DPAE, etc. et lancer le contrat avec votre client. Donc, vous voyez, ça peut être également extrêmement rapide. Et surtout, voilà, vous avez une occasion. Tout d'un coup, tout se goupille bien. Vous avez une première mission, etc. Vous avez votre employeur, vous pouvez être libéré plus tôt, blablabla. Vous démarrez. Vous n'êtes pas éligible à Pôle emploi, vous devez démarrer cette mission rapidement. Passez par le portage salarial, vous leur donnez le nom de la société, vous leur donnez vos papiers, ils font les papiers. 48 heures après, vous démarrez votre mission et ils vont s'occuper de tout l'administratif. Ça peut être une bonne façon de commencer. Parce qu'au début, quand on se lance freelance, quand tout arrive très vite, il faut bien voir que vous allez être un homme orchestre. Vous allez gérer bien évidemment l'aspect technique de la mission, mais vous allez devoir gérer l'aspect contractuel, ce que le portage salarial va faire pour vous. Alors qu'en micro ou en société, vous allez devoir gérer vous-même. Vous allez devoir gérer également toute la partie commerciale, la partie négociation tarifaire, mais aussi la future mission, etc., les durées, aller négocier les préavis, etc. Tout ça, si vous êtes en portage salarial, vous serez accompagné là-dessus. Dans les 2 autres cas, vous ne le serez pas.
Donc, quel statut pour commencer? Encore une fois, il n'y a pas une seule réponse, il y en a plusieurs. Micro-entreprise, ça peut être une bonne façon pour commencer et bénéficier, notamment si vous avez l'ACRE et que 11% de cotisation, ça c'est imbattable. La société, si vous savez que votre activité va être pérenne et surtout vous savez qu'à un moment donné, vous allez peut-être prendre des stagiaires ou des alternants ou peut-être vous associer avec un autre freelance. Par exemple, vous êtes développeur front, vous connaissez un développeur back et vous allez devoir travailler ensemble de temps en temps. Ah, faites-le plutôt en société, ne le faites jamais en micro parce que là, vous allez payer des impôts sur l'argent que gagne votre collègue. Voilà. Et puis, il n'y a pas un statut, il y a des statuts dans la vie de freelance. Je connais des freelances pour commencer en portage salarial. Ensuite, ils sont passés en micro-entreprise et maintenant, ils ont créé leur propre société. Donc, en fonction de la situation, ils ont évolué et aussi en fonction de leur maturité sur le sujet. Au fur et à mesure, ils ont appris comment on faisait les contrats, etc. Voilà pour la question. Si vous avez réfléchi encore une fois au statut, vous avez des questions, on a plusieurs webinaires et on a des posts sur notre site et on va en sortir d'autres sur la page réseau.tech sur le sujet. Pour les Toulousains, nous organisons une soirée after work Je m'installe freelance le mercredi 9 novembre ici dans nos bureaux à partir de 18h30 et il y aura un cabinet comptable spécial freelance, il y aura nous et il y aura une société de portage. Encore une fois, aucune obligation de passer par là par eux, mais ils viennent gratuitement pour vous renseigner et pour vous donner vraiment des informations pointues. Dernière chose sur le statut juridique de votre voisin, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas parce que votre pote il a dit qu'il a fait une SASU, que c'était ça le Saint Graal, que ça sera la bonne solution pour vous. Encore une fois, il faut prendre en compte toute votre situation. Question suivante. Comment démarrer son activité? Est-ce fou de quitter un CDI? Alors, c'est une situation qui peut vous arriver, puisque si vous n'êtes pas jeune diplômé, que vous n'êtes pas au chômage ou licencié pour une raison X ou Y, vous allez être salarié en CDI actuellement. Et oups, comment me lancer freelance? La difficulté, évidemment, ça va être le préavis. Alors, déjà, dites-vous qu'il y a des missions qui, oui, peuvent attendre les 3 mois. Par contre, le risque, c'est vous qui le prenez parce qu'ils peuvent vous attendre 3 mois, mais pendant ces 3 mois, évidemment, ils peuvent descoper la mission, ils peuvent ne plus avoir les budgets. Et aussi, une mission, quand elle commence, le premier mois, le client peut quand même rompre le contrat un peu facilement. En général, il y a un préavis de résiliation qui est assez souple le premier mois. Et vous pouvez quand même vous retrouver le bec dans l'eau. Voilà. Donc, préparez vos arrières. Ce n'est pas parce que vous avez déjà une mission que ça va être facile. Vous pouvez, évidemment, nous, par exemple, on propose, on sait qu'on a des missions et on l'indique en général quand on met l'annonce, c'est une mission qui peut atteindre un préavis de 3 mois. Notre client, il peut prendre quelqu'un maintenant comme plus tard. C'est une mission longue avec de la visibilité, donc les choses peuvent être faisables. Ensuite, évidemment, vous allez pouvoir négocier votre préavis, peut-être arriver plus tôt. Évidemment, il faut essayer de tenter la rupture conventionnelle. Ça dépend des relations que vous avez avec votre employeur, ça dépend aussi de la posture de votre employeur. Ce n'est pas non plus parce qu'ils ont accepté une rupture conventionnelle à votre collègue qu'ils vont l'accepter pour vous. Ce sont des cas individuels. Et si vous l'obtenez, il va falloir attendre le process complet qui peut prendre maximum 6 semaines. Les 4 semaines, ça arrive dans certains cas, mais ce n'est pas du tout garanti. Donc, on est 6 semaines. Et ensuite, il faut avoir l'inscription à Pôle emploi validée si vous voulez créer votre société. Okay. Si vous vous mettez en portage salarial, ça n'est pas la peine. Donc, c'est incompressible. Donc, vous voyez, on a déjà réduit 3 mois à 6 semaines. Et ensuite, il y a une chose aussi qui existe, qui est possible et qui est légale. Encore une fois, ça dépend de votre contrat de travail, c'est de commencer votre mission tout en étant en CDI. Comment faire? Déjà, vous le savez peut-être pas, mais quand vous êtes en CDI, si par exemple vous travaillez 35 heures, la loi française vous autorise déjà à travailler 48 heures. Donc entre 35 et 48, ça fait quand même des heures par semaine que vous pouvez faire. Et donc, vous avez un quota presque de jours que vous pourriez prester sur le mois. Il faut que votre contrat de travail vous y autorise. Les sociétés de portage salarial, par exemple, peuvent vous porter de manière tout à fait légale pour une activité, par exemple, d'audit, en même temps que vous êtes salarié, à hauteur de 2 jours et demi, 3 jours par mois, si vous êtes à 35 ou à 37 heures. Il faut faire attention à ce que votre employeur ne considère pas ça comme de la concurrence déloyale. Si par exemple vous êtes auditeur via une société de service, vous vendez ces services-là et vous allez faire la même chose via une société de portage, il risque de vous retoquer. Ensuite, votre contrat de travail a peut-être une clause d'exclusivité, vous interdisant complètement cela. Vous vous exposez à des poursuites qui peuvent être extrêmement élevées de la part de votre ancien employeur. Et enfin, vous pouvez aussi faire une auto-entreprise, vous pouvez faire votre micro tout en étant en CDI, ce qui vous permet de tester une activité.
On va prendre un exemple. Vous êtes, parce que je connais cet exemple-là, une personne qui est ingénieure dans une société. Elle voulait faire une activité de coach au bien-être en parallèle. Vous avez le droit de faire la micro-entreprise. Si l'activité est très différente de celle de votre contrat de travail normal et qu'il n'y a pas de clause d'exclusivité, en fait, aujourd'hui, la loi, elle est par défaut pour vous. Vous avez le droit d'avoir cette activité-là de micro-entreprise en parallèle de votre travail. Votre employeur ne peut pas vous l'empêcher. Par contre, il faut que ce soit quand même assez différent. Voilà. Et qu'il n'y ait pas cette fameuse clause d'exclusivité. Donc, vous pouvez commencer à faire votre coaching bien-être, etc. Vous pouvez même en parler à votre employeur, peut-être passer au 4/5e pour pouvoir commencer cette activité. Je connaissais quelqu'un comme ça qui s'est lancé freelance et elle a demandé à passer à 3/5e. C'était tout à fait compatible avec l'activité qu'elle avait. En plus, par rapport au projet, il y avait moins de charges. Et en parallèle, elle leur a dit qu'elle se mettait freelance sur une activité légèrement différente de la leur. Elle ne serait pas en confrontation directe. Et ça s'est très bien passé. Et vous voyez, ça vous permet d'aller faire les choses progressivement et un jour peut-être de quitter beaucoup plus facilement votre CDI pour passer sur la partie freelancing. Donc ce n'est pas fou si c'est fait de manière intelligente. Et aujourd'hui, nous, tous les mois, on a des gens qui quittent leur CDI pour s'installer freelance. Et je connais même des gens qui ont quitté leur CDI sec, démission sec, aucun filet de sécurité. Encore une fois, c'était une personne qui avait fini de payer sa maison, qui avait des réserves financières et qui a pu le faire en toute sérénité. Et il a trouvé la mission pas tout de suite. Il a commencé la mission après un mois d'inactivité, mais cette inactivité, il l'a mis à profit pour faire des projets personnels. Il a fait des travaux chez lui. Voilà, ça, vous savez tout. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous en avez sur la conversation. Question suivante. Ah, business plan. Parlons sous. Créer une entreprise, s'installer freelance, c'est créer une entreprise, même si vous vous mettez en portage salarial. C'est en portage salarial, vous allez être votre propre décideur. En portage salarial, vous ne touchez de l'argent que si vous ramenez du chiffre d'affaires. Hein. La société de portage, tout ce qu'ils font, c'est transformer un chiffre d'affaires qu'ils récupèrent auprès du client en un bulletin de paye et un salaire net et en frais. C'est tout ce qu'ils font. Donc, c'est vous qui êtes, qui êtes le maître à bord. Donc, faites un business plan. Ça a l'air très compliqué. Ça ne l'est pas. Déjà, premièrement, vous avez plein de modèles sur Internet. Petit 1. Petit 2, si vous voyez un cabinet comptable, il va souvent vous accompagner gratuitement à faire ce business plan. Petit 3, la banque aussi peut vous demander ce business plan, notamment si elle vous fait un compte professionnel. Petit 4, avec votre CPF, vous pouvez aller vous inscrire à des formations autour du business plan qui sont extrêmement peu chères. Il y en a aussi dispensées en général par les CCI et par différentes choses autour des CCI qui aident les créateurs d'entreprises. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez même vous les financer à titre personnel. C'est vraiment pas cher du tout. Alors, qu'est-ce qu'un business plan? C'est de savoir combien vous allez gagner, combien ça va vous coûter. Est-ce que votre activité est tenable? Et comment vous allez pouvoir fixer votre taux journalier? Alors, les charges et les dépenses, c'est la première chose. Parce qu'on se dit, je vais avoir un TJM, je vais gagner tant, je vais gagner, j'en sais rien, 400 euros par jour, sur 20 jours, je vais gagner 8 000 euros par mois. Vous n'allez absolument pas gagner 8 000 euros par mois. Vous allez devoir payer des impôts, vous allez devoir payer des cotisations sociales, etc. Il ne faut pas rêver que vous soyez salarié, que vous soyez en portage salarial, en micro-entreprise ou en société, vous ne toucherez pas les 8 000 euros. Déjà, vous toucherez moins. Donc ça, c'est pour la partie, pourquoi? Parce que vous allez avoir des charges. Donc les charges, on en a parlé, les cotisations, clair. Ensuite, vous allez avoir comme charge tous les frais qui sont liés à votre activité. Alors aujourd'hui, si vous êtes salarié, évidemment, vous devez payer votre essence et votre véhicule pour aller vous rendre sur votre lieu de travail. Là, vous aurez les mêmes charges. Petit bonus, si vous êtes en portage salarial, vous avez créé votre société, vous allez pouvoir les déduire de vos revenus et donc de vos impôts, etc. Si vous êtes en micro-entreprise, vous ne pourrez pas. Vous allez évidemment aussi avoir des charges. Vous allez devoir acheter un PC. Donc peut-être pour la mission, il va falloir acheter peut-être un modèle de PC spécifique. Ou alors, il faudra acheter une machine de guerre, une machine beaucoup plus puissante que la vôtre, qui vous permette de faire la mission. Je prends un exemple. Vous êtes plutôt dans la conception mécanique en CAO. Il va vous falloir une grosse machine avec une grosse puissance de calcul. Mais du coup, un gros laptop pour pouvoir vous déplacer en mission. Donc, ça coûte quand même assez cher. De plus, il va peut-être y avoir besoin de licences. Je prends un exemple. Si vous êtes recruteur, voilà, comme moi je suis recruteuse, si vous vous installez freelance en recrutement, vous allez devoir mettre des annonces sur des sites, c'est payant. Vous allez devoir demander l'accès à des job boards ou faire un compte LinkedIn Premium, c'est payant. De même, si vous êtes freelance, vous allez peut-être prendre un compte LinkedIn Premium pour pouvoir envoyer des emails et communiquer plus facilement avec des prospects potentiels.
C'est un coût, voilà, ça coûte, je crois, 99 € par mois, quelque chose comme ça. Donc tout ça, il va falloir le budgéter. Les frais de voiture, les frais de PC, les frais d'imprimante. Vous allez également avoir des charges, vous allez peut-être inviter des gens au restaurant, etc. Encore une fois, ces charges-là, si vous n'êtes pas en micro, dans tous les autres cas, elles sont déductibles. Mais budgétez-les, faites-vous des budgets, regardez comment ça va tenir la route. Si vous avez également devoir faire des déplacements professionnels pour aller voir un client clé, etc., en région parisienne, avant de pouvoir faire une mission en télétravail, ça va être des coûts. Dans les charges, pensez aussi que si vous avez créé votre société ou votre micro, en fin d'année, vous allez avoir des bonnes surprises. En général, on ne vous le dit pas trop à l'avance, vous allez avoir la CFE. On n'a plus de taxes professionnelles sur les entreprises, mais il y a la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Alors, vous allez me dire, foncier, j'ai pas de foncier, j'ai pas de bureau, j'ai pas de locaux. Si, vous avez forcément l'endroit où est le siège social de votre société. Ça peut être chez vous, ça peut être dans une société qui vous fait une domiciliation, ça peut être dans un espace de coworking. Dans tous les cas, l'administration va considérer qu'il y a 9 mètres carrés dans cet endroit-là et vous allez devoir payer une cotisation foncière des entreprises en fonction de votre chiffre d'affaires et en fonction du lieu en fait où vous êtes. Ça peut être des sommes assez importantes, hein. On parle quand même de 700, 1500 €, voire plus en fin d'année, selon votre chiffre d'affaires. Vos charges aussi, évidemment, il va y avoir le compte bancaire. Alors souvent, on se dit: «Ah mais un compte bancaire, c'est pas cher du tout». C'est faux. Les comptes bancaires professionnels coûtent beaucoup plus cher, que d'autres. Ça peut coûter jusqu'à 200 € par trimestre. Donc évidemment, il y a les néobanques, mais les néobanques, elles prennent le minimum. Dès que vous faites un virement, c'est payant, et cetera. Donc prenez-le en compte aussi. Réfléchissez bien à tout ça. Côté chiffre d'affaires, côté rentrée en fait. Calcul simple, on en parlait tout à l'heure. Votre activité est éligible à un taux journalier. Vous allez prendre le taux journalier que vous visez. Prenez une fourchette, hein. On va faire également des webinaires sur le sujet du TJM. Il n'y a pas un TJM, mais des TJM selon le contexte. Et vous allez multiplier par le nombre de jours ouvrés. Sauf que, par exemple, les fameux 400 € fois 20 jours, ça fait 8 000 €. Je vais gagner 8 000 € toute l'année. Absolument pas. Déjà, vous allez prendre peut-être des vacances. Aujourd'hui, vos vacances, elles sont payées. En tant que freelance, vos vacances ne sont pas payées. Donc déjà, si vous prévoyez de prendre vos 25 jours de congé, il va falloir les provisionner. Donc ça va diminuer votre chiffre d'affaires. Si vous avez des RTT, si vous avez des périodes d'intermission qui peuvent être longues, ça va également gréver votre chiffre d'affaires. Si vous avez des déplacements professionnels, bah, quand vous vous déplacez, vous n'êtes pas payé. Vous êtes payé une fois que vous êtes sur le site, sur le lieu de mission. Encore une fois, ça va gréver votre chiffre d'affaires. Donc TJM, intermission, tout ça, il va falloir essayer de budgéter. Et donc, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas un business plan, mais des business plans. Faites des scénarios. Le premier scénario, je quitte mon CDI dès que je démarre, dès que je suis disponible à la fin de mes 3 mois d'émission, j'ai une mission, etc. Deuxième scénario, j'obtiens une rupture conventionnelle, je suis disponible au bout de 6 semaines, mais je mets au moins plus d'une semaine à m'inscrire à Pôle emploi, etc., à pouvoir créer. Je démarre donc au bout de 2 mois, etc. Et vous démarrez. Faites un scénario, je suis obligée de prendre une mission un petit peu alimentaire pour démarrer, je suis obligée de prendre un TJM un petit peu bas, ça va être un pire cas, etc. Réfléchissez également là-dedans, une fois que vous aurez fait ce business plan, à combien vous avez besoin minimum pour vivre par rapport à vos charges. On revient à la deuxième question qu'on a dit, au vu de ma situation personnelle. Donc, vous avez vos crédits, vous avez le crédit de la voiture, vous avez l'entretien de la voiture, vous avez vos frais kilométriques, etc. pour vous déplacer. Vous savez que vous allez avoir besoin de payer tout ça. Même si vous pouvez ensuite les déduire sur votre société. Avant de pouvoir les déduire, il va falloir déjà les payer. Comment vous allez faire les premiers mois si votre chiffre d'affaires n'est pas suffisant? Et dans votre chiffre d'affaires également, encore une fois, ce n'est pas parce que votre chiffre d'affaires va être de 8 000 € le premier mois que vous allez réellement les gagner, ces 8 000 €. Pourquoi? Parce qu'à la fin du premier mois, vous envoyez votre facture. Les 8 000 € ils ne sont pas rentrés. Le client, il vous paye à combien de jours? S'il vous paye à 30 jours, vous les aurez à la fin du deuxième mois. Si le client vous paye à 45 jours fin de mois, parce que c'est un grand groupe, ou parce que c'est une société de portage qui n'est pas chère du tout, mais qui s'aligne sur le délai de paiement du client, vous serez payé donc du coup 45 jours, fin de mois, c'est 60 jours, donc 60 jours, donc vous serez payé 90 jours après le début de votre mission. Pas un centime sur votre compte pendant 90 jours. Votre business plan doit tenir compte de ça, de vos besoins également en trésorerie. Il va falloir que cet argent, vous puissiez payer tous les frais, tout ce que vous avez à payer d'ici là.
Ensuite, également, dans vos charges, vous allez peut-être aussi vouloir mettre un petit peu d'argent de côté, notamment pour financer le fait que vos intermissions ou vos jours de congé, pour pouvoir également éventuellement vous rémunérer pendant cette période-là. Donc, vous allez peut-être faire un placement provisionnel. Pour information, les sociétés de portage réfléchissent à tout ça pour vous. Elles vous payent, elles vous font un bulletin de paye en fonction du chiffre d'affaires que vous avez ramené, mais vous pouvez dire, j'ai ramené 8 000 € de chiffre d'affaires, je pourrais être payé jusqu'à 4 000, plus 1 000 € de frais, 5 000. Je choisis, moi mes frais sont de 3 000 € fixes, je choisis d'être payé 3 000 € fixes. Le reste, je le laisse en provision sur mon compte personnel sur la société de portage. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez déclencher cet argent-là. J'ai choisi de prendre 2 mois de vacances, l'argent provisionné, ils peuvent vous le verser sous forme de bulletin de paye. Voilà. Également, on n'en a pas parlé, mais si vous avez un projet professionnel, de faire un crédit pour X raisons, un crédit pour aider votre enfant qui démarre ses études, un crédit pour acheter une nouvelle voiture. Ça peut être qu'on se dit souvent, ah, freelance, je ne peux pas faire de crédit. Alors déjà, c'est faux, vous pouvez. Mais faire un crédit en tant que freelance, en ayant créé sa propre société, sans avoir trois bilans complets, c'est très compliqué. Ensuite, il faut faire appel à des courtiers un peu spécialisés pour les freelances. On en a d'ailleurs dans notre réseau qu'on peut vous indiquer si jamais vous en avez besoin. Enfin, si vous êtes par contre en portage salarial, vous allez avoir des bulletins de paye. Et ça va rassurer tout le monde. Par contre, les bulletins de paye de portage salarial, ça sera un CDI à temps partiel. Pourquoi à temps partiel? Parce que si vous avez travaillé, vous êtes payé. Si vous avez fait 0 jours sur le mois, vous ne serez pas payé. Donc, ce sera indiqué. Certaines banques, on va être sincère, ou certains petits organismes, si vous voulez faire une petite carte de crédit, vont pas s'en rendre compte. D'autres vont s'en rendre compte, mais vous allez pouvoir l'expliquer, donner votre prévisionnel. Et de toute façon, un bulletin de paye, ça peut vous rassurer sur cet aspect-là. Notamment aussi si vous devez louer un appartement, vous allez avoir besoin de 3 bulletins de paye. En tant que freelance, on va être sincère, ça devient difficile de nos jours de louer un appartement. Il va falloir prendre des garanties. Si vous voulez passer de particulier à particulier, les particuliers ne vont pas forcément comprendre votre situation. Encore une fois, réfléchissez à tout, votre situation personnelle, vos besoins financiers, faites un business plan. Et enfin, c'est ce dont on va vous parler quand on va lancer les 20 jours pour s'installer freelance. Vous allez voir qu'on vous pose plein de questions et surtout qu'on vous initie à la réflexion, qu'on vous donne des bribes de réponses et qu'on vous invite à vous renseigner. Même si vous vous êtes fait une idée en vous disant, tiens, je vais créer ma société, regardez la micro. Pour les 3-4 premiers mois, ça peut peut-être être intéressant et ensuite vous basculez. Même si vous vous êtes fait votre idée, vous avez peut-être besoin de démarrer la mission rapidement et peut-être quand même de passer par du portage salarial, etc. Donc renseignez-vous, posez-vous les questions et si vous êtes dans les systèmes embarqués ou la cybersécurité, vous pouvez nous envoyer votre CV parce que nous, on a des missions pour vous. Voilà, dont certaines peuvent attendre le départ en CDI. Demain, vous avez donc Johanna qui enchaîne avec les 7 questions, avec les 7 erreurs, et ensuite le secret des freelances et de l'attitude professionnelle d'un freelance par rapport à son retour d'expérience. Et puis ensuite, les 20 jours. Vendredi, vous recevrez la newsletter qui sera envoyée par Rémi, qui est à côté de moi. Cette newsletter contiendra tous les posts qu'on a fait, elle contiendra le replay de tous ces webinaires et elle contiendra également tout le programme du mois prochain. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a plu. Vous allez recevoir un petit mail, encore une fois, de la part de Rémi. Vous pouvez donner votre avis, vous pouvez noter Notez mon intervention et puis mettre mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai parlé vite, mais c'était pour que ça soit efficace et que vous ne perdiez pas trop votre temps parce que le temps est précieux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Au revoir.